Merci à tous pour vos retours sur l'analyse du parcours de Camille à la finale GPF. A priori, cette vidéo, elle vous a vraiment plu. Donc, c'est cool, je suis contente. On testait un peu un nouveau format. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on continue avec ce genre de vidéo analyse. Et cette fois, on va voir des parcours des championnats du monde. Enfin, ça va plutôt être des morceaux, mais vous allez voir, c'est un petit peu particulier, mais ça va être très intéressant. Donc, il va y avoir plein de choses. Vous allez voir, la vidéo est assez longue. Ça me passionne, en fait, j'aime beaucoup faire ça. Donc je me suis un peu lâchée, donc j'espère que ça va vous intéresser. Pensez aussi que si vous ne l'avez pas déjà fait, même si vous êtes nombreux à l'avoir fait, donc c'est possible que pour vous ce soit déjà le cas, vous pouvez réserver votre place pour le cours qu'on fera mercredi en direct avec Camille. Donc elle arrive à la maison, elle est avec moi la semaine prochaine. Donc on va en profiter, on avait envie de faire un truc à deux ensemble. Et du coup on va vous proposer ce cours en direct qui va vraiment se focaliser sur le conducteur. Parce que souvent en agility on a tendance à vouloir travailler son chien, ce qui est très bien, il faut, clairement. Mais on oublie la moitié de l'équipe en fait, qui est l'humain, qui est en train de conduire le chien. Et il y a vraiment des choses à faire pour améliorer notre conduite, notre façon de faire les reconnaissances, de ce qu'on fait sur les parcours. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire mieux. Vous pouvez également nous envoyer vos propres parcours, comme ça on pourra les analyser. Donc c'est cool, ça permettra d'avoir vraiment du concret et de partir sur des choses qui vont pouvoir vous aider vous. Donc si le cours vous intéresse et que vous voulez y participer, le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Si jamais vous ne pouvez pas être là, inscrivez-vous quand même, ça vous permettra de recevoir les infos pour voir le replay qui sera disponible à ceux qui n'auront pas pu participer. Mais pour ça, il faut être inscrit. Donc pensez à le faire, ça vous permettra de ne pas rater le replay quand il sera disponible. Voilà donc pour cette introduction, je vous laisse maintenant avec la vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait analysé le parcours de Camille. Aujourd'hui, je suis allée chercher une autre vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. Vous avez le titre juste en haut, mais il y en a d'autres aussi qui existent. Et cette vidéo, elle montrait tous les ratés, entre guillemets, sur des parcours des championnats du monde. Donc l'objectif ici, c'est pas de se moquer des chiens ou des conducteurs parce que des erreurs, on en fait tous à tout moment, mais c'est vrai qu'on ne les a pas tout le temps captées en vidéo, on ne les a pas tout le temps avec une belle prise de vue, une belle clarté. Et cette vidéo, elle s'y prête vraiment parce qu'on voit très bien ce qui se passe et du coup, ça permet de bien analyser. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on analyse seulement une petite partie de la vidéo parce que la vidéo fait quand même 12 minutes, donc ça serait un petit peu long. Mais on va prendre simplement ceux, je crois que c'est les médiums, et on va voir quelles sont les petites erreurs que les conducteurs ont fait qui ont conduit à ce que le chien fasse des refus, des fautes ou s'élimine et comment ils auraient pu les éviter. Donc encore une fois, hein, c'est des erreurs, que tous les conducteurs feront un jour ou l'autre, ou ont déjà fait un jour ou l'autre. Donc l'idée, c'est d'apprendre et de progresser à partir de ça. Donc je vous propose qu'on le mette en route. J'ai coupé le son parce que encore une fois, sinon, c'est pas très agréable. Hop là, donc ça, c'est la fin de la partie d'avant. Voilà. Donc là, ça va assez vite, on voit pas très bien, mais ce petit chien-là, il était censé sauter la barre jaune et bleue. Maintenant, si on observe bien le conducteur, regardez comment il est, regardez sa position. Il a les épaules vers l'avant, il est en train de regarder la haie là-bas, il n'a pas mis son bras, il n'est pas du tout en train de regarder la haie, il n'indique pas du tout au chien qu'il doit sauter ici. Du coup, le chien va passer à côté de la haie et comme son mouvement du conducteur va là-bas, eh bien, le chien va sauter ici et malheureusement, c'est l'élimination et la prise de tête. Donc là, ce qu'on a sur cette erreur, bon, celui-ci est assez court, vous verrez, les prochains seront un peu plus lisibles. Mais là, ce qu'on a clairement, c'est quand on est trop focus sur une difficulté, lui, il était très concentré sur sa haie enroulée ici. Il a estimé que cette haie, il n'avait pas besoin de trop donner d'informations pour. Et ça, c'est souvent une erreur que je vois en agility, c'est que quand c'est simple, on ne va pas donner d'infos. C'est un problème, hein, parce qu'en vrai, même si ça paraît simple pour nous, eh ben, ça ne l'est pas forcément pour le chien, et en fonction de l'expérience du chien, du travail du chien, et en fait de la capacité du chien à aller prendre des obstacles sans info ou pas, eh bien, le chien pourra négocier ou pas l'obstacle en question. Et c'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, hein, que le chien prenne des obstacles tout seul sans qu'on lui montre, parce que ça veut dire qu'il peut s'y prendre des obstacles qu'il n'est pas censé prendre. Donc c'est notre rôle à nous de vraiment bien montrer au chien ce qu'on attend de lui et ce qu'il doit faire. Alors, ici, on a le petit Shetland. Hop là. Donc là, on a une petite chute. Le chien a raté également la haie, hein. On va se le remettre en arrière un petit peu. Voilà. Donc, vous remarquez, c'est la même chose. Là, le chien commence à aller vers la haie, mais elle ne regarde pas, elle ne montre pas, elle ne donne pas d'indication avec son corps. Elle fait juste que courir. Donc, le chien la suit. Là, la petite chute se fait parce qu'elle bascule tout son poids du corps vers l'arrière et du coup, elle glisse et elle tombe sur ses fesses. Et c'est normal. Donc là, encore une fois, hein, cette haie qui n'était pas forcément évidente, eh bien, le chien ne va pas la prendre si je ne lui montre pas clairement qu'il doit le faire. Alors là, voilà, on a quelque chose qui aurait pu faire assez mal. Je suis désolée. Moi, ça me fait mal en train d'y regarder parce que non seulement je pense qu'il a marché sur le chien, mais en plus, il est tombé après derrière. Donc, ce n'est pas la chute qui m'intéresse, c'est surtout le pourquoi la chute s'est produite. Si on revient en arrière,
Hop là. Donc, on voit qu'il est de ce côté-là du tunnel et en fait, le chien sort du tunnel en même temps que lui. En agility, le chien il va avoir une tendance qui est tout à fait normale, c'est qu'il va toujours revenir vers le conducteur. Il va toujours se décaler vers nous. Et là, c'est ce qu'il fait. On voit que quand le chien sort du tunnel, hein, il tourne vers la gauche, là où il était le conducteur, en fait, quand le chien est rentré dans le tunnel. On a fait une vidéo hein, où on a montré que quand les chiens sont dans le tunnel, ils n'entendent pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, si quand le chien rentre dans le tunnel, il vous a vu à gauche, quand il va sortir du tunnel, il va s'attendre à vous trouver à gauche. Donc, c'est normal que le chien commence à tourner vers la gauche. D'autant plus que quand il sort en tournant vers la gauche, qu'est-ce qu'il voit? Le tunnel ici. On voit, hein, c'est ce que le chien est en train de regarder. Même si lui est en train de courir dans la bonne direction, bah, il n'y a pas assez de temps pour le chien pour se réajuster. S'il avait été un peu plus en avance, mais donc il avait été ici quand le chien sortait, ça aurait pu le faire. Mais là, c'était pas possible. Et ça, c'est une question de timing. Donc là, c'est vraiment à nous, conducteurs, d'imaginer ce qui sera le mieux en termes de timing pour nous et pour notre chien, hein. Clairement, c'est pas forcément une mauvaise option de conduite, mais il faut être sûr que physiquement, on soit prêt et on soit à la sortie avant le chien parce que sinon, on se retrouve dans une situation un petit peu comme ça. Donc, on va repasser à la chute, désolé, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, bon, le chien n'a pas l'air d'avoir eu trop mal. Lui, il aurait pu se faire un petit peu plus mal. Ah, mais ils nous ont même fait un petit marche arrière pour nous illustrer les choses. Hop, le petit pincher. Donc là, on voit un truc assez classique où le chien va beaucoup hésiter entre les haies. Et c'est assez courant, en fait, quand on n'est pas très clair dans la conduite. Donc là, il montre la haie avec son bras, hein, donc là, c'est bien, le chien regarde la haie, mais il met le poids du corps vers l'arrière, il commence à repartir dans l'autre sens. Donc le chien, voyant que le poids du corps va vers l'arrière, commence à regarder la haie qui est là. Comme il voit que son chien commence à regarder la haie qui est là, il rappelle, il tape des mains, il remonte avec le bras, et là, il y a vraiment une hésitation. Donc là, il y a 2 choses, hein. Il y a la conduite, puis il y a aussi l'apprentissage. Est-ce que le chien il est capable d'aller chercher sa haie tout seul? Donc ça, par exemple, c'est ce que vous voyez, parmi vous, ceux qui sont dans notre cours qui s'appelle autonomie, hein, dans lequel on bosse sur ce genre de choses pour que justement le chien soit capable d'aller chercher les obstacles, même si on est en train de s'en éloigner. Donc là, ce chien manque de ça, et donc du coup, c'est ça qui fait ce petit flottement où le chien va hésiter, entre les 2 obstacles. Alors là aussi, c'est un classique, hein, qu'on voit souvent. Alors quand je dis souvent, hein, pas forcément au championnat du monde, mais sur les concours, c'est important de travailler les obstacles «rares» entre guillemets parce que, bah, voilà, ça peut arriver qu'ils soient là. Si votre chien ne les fait pas, il n'en a pas l'habitude, ça va être difficile. Clairement, la chaussette, c'est pas l'obstacle qu'on pose tous les jours. C'est d'ailleurs un obstacle qui a tendance à plus exister, mais il suffit que ce soit le jour où elle soit là et c'est compliqué. Pareil avec le pneu, c'est aussi un obstacle que, ben, si on ne le fait pas régulièrement, le jour où il est là, c'est difficile. Donc là, bon, c'est assez ancien, on voit que le matériel n'est pas le même que ce qu'on utilise aujourd'hui, mais gardez en tête que c'est important de temps en temps de retravailler ce genre de configuration pour votre chien également. Là, on voit il est pas à l'aise, hein, il soulève pas la toile. Voilà. Hop, donc là, on se retrouve un peu dans la même configuration que le monsieur qui est tombé avec son chien tout à l'heure. Elle est à l'extérieur, hein, et vous voyez, enfin, à l'extérieur du tunnel, hein, même config, et on voyait encore une fois, hein, le chien se retourne vers elle. Même si elle met son bras, même si elle montre, le chien vient dans sa direction parce que c'est logique en fait, c'est plus logique à faire à ce moment-là. Donc du coup, ça tourne un petit peu dans tous les sens, c'est un peu difficile. Bon, après, on voit que le chien va, on voit que le chien est aussi beaucoup sur elle. Il lui aboie dessus, il la regarde beaucoup. Là, c'est souvent un problème de concentration vers l'avant. Donc, on a fait une vidéo où on parle de concentration vers l'avant. C'est Camille qui nous a fait ça avec Soon. Donc, vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. C'est vraiment une des compétences de base qu'il faut apprendre à son chien, c'est de ne pas nous regarder nous, mais de regarder ce qui se passe en face de lui. Parce qu'à l'agility, ce n'est pas nous qui sommes intéressants, mais les obstacles. Et ça, c'est vraiment un truc qui va vous sauver la vie, surtout si vous avez des petits chiens d'ailleurs. Là, on est sur les médiums, donc on est sur des chiens intermédiaires, on va dire. Comme c'est des chiens qui vont aller moins loin, parce qu'une foulée les emmènera toujours moins loin qu'un grand chien, ils ont vraiment besoin d'avoir cette envie d'aller devant. Et encore une fois, hein, par exemple, sur notre classe autonomie, bah, c'est des choses où on va travailler ça beaucoup, parce qu'il faut que les chiens apprennent à aller chercher les obstacles. Mais après, évidemment, pas n'importe lesquels, pas n'importe comment, parce que ça, c'est un vrai apprentissage aussi hein, qui doit se faire. L'autonomie, c'est pas juste mon chien prend tout ce qu'il y a devant lui, c'est il prend ce qu'il faut prendre de la manière dont il faut le prendre. Mais c'est vraiment une base indispensable pour avoir un chien qui va avoir un parcours fluide, en fait. Petit berger des Pyrénées. Donc là, il se passe plein de choses en même temps. Elle fait tomber son, je sais pas, un mouchoir qu'elle avait dans sa poche. On va se le remettre. Donc là, c'est la petite dame qui tombe sur ses fesses. Hop là. Donc, là, elle montre au chien l'obstacle et regardez où est le poids de son corps. C'est assez flagrant là. On voit qu'elle est sur une diagonale. Elle n'est pas droite, elle est penchée. Ses épaules, le haut de son corps sont vers la gauche et ses jambes sont vers la droite. Donc, elle est en train de décrire une courbe avec son corps. Et du coup,
le chien va la suivre. Donc, il y a aussi le petit truc qui tombe qui fait peut-être que le chien l'a regardé, mais regardez aussi, elle a enlevé son bras, elle a déjà tourné ses épaules, elle est déjà en train de partir. Bref, elle n'a pas vraiment montré cette haie. Et c'est un peu la même chose que pour le premier chien, hein. Si vous ne montrez pas vraiment l'obstacle, bah, le chien passe à côté, en fait, surtout quand vous êtes dans le mouvement, que vous êtes rapide. Après, encore une fois, hein, c'est une question d'apprentissage, une question de travail. Si on travaille elle, c'est le chien, il sera quand même capable d'aller le faire, mais faut vraiment le faire. Donc, si mon chien n'est pas capable de ça, il faut que ma conduite vienne compenser ce manque d'apprentissage de mon chien. Donc là, après, on voit que le chien n'est pas très à l'aise parce qu'il ne comprend pas, il rentre un peu la queue entre les fesses. Oui. Alors, petit Shetland. Alors, on est passé sur le small. Bon, allez, on va faire les small et après, on arrête. Je voulais pas faire trop long non plus, mais c'est intéressant. Donc, le petit Shetland, il est déjà petit, mais voilà, le Shetland. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est vraiment très près du montant et du coup, le chien n'a pas la place et il saute, il tape le montant puis il le fait tomber. C'est toujours un petit peu embêtant de faire tomber les montants. Alors, moi, franchement, que mon chien détruise un obstacle et que ça fasse une élimination ou je sais pas quoi pour la suite, bon, c'est quelque chose, mais c'est surtout que c'est dangereux, en fait. Les chiens peuvent facilement se faire mal et que bah, on a plutôt intérêt à éviter ça, quoi. Donc, faut laisser la place au chien à côté des obstacles pour éviter ce problème. Alors là, on a Pavol avec son Shetland. Hop, donc là, on a un petit bug au départ. On va se le remettre. Hop. Voilà. Donc là, on voit, il n'a pas de départ statique, hein. Il ne pose pas le chien, il veut partir avec. Mais du coup, on voit le chien, il est sur lui, il est sur lui, il est sur lui. Et il n'a pas suffisamment bien connecté à main droite, ce qui fait que le chien repart à main gauche. Donc, c'est OK de ne pas avoir un départ statique, même si c'est, moi, je pense mieux de le travailler. Bon, après, le fait est que lui, là, il a un petit chien, il a des grandes jambes, il court très, très vite. Donc, on peut se permettre parfois, pour avoir un départ rapide, de faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas pour tout le monde, parce que bah, clairement, si votre chien est rapide et vous pas, avoir un départ direct avec le chien, ce n'est pas forcément évident. Alors, sauf si c'est pour des problèmes de motivation. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il le fait, hein, c'est pour que son chien soit le plus rapide possible. Malgré tout, eh bien, c'est quand même intéressant de travailler les départs. C'est quelque chose que nous, on fait comme apprentissage très tôt chez nos chiens, d'avoir des départs propres, où le chien va tenir, où il va partir de manière explosive. Alors, donc ça, vous l'avez dans la classe des départs. Mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça vous donne beaucoup plus de latitude pour faire vos parcours et c'est quand même plus facile. Donc là, du coup, je l'ai renvoyé. Il a peut-être même été éliminé. Normalement, il a franchi la haie. Donc ça, c'est l'élimination. Hop. Donc là, le monsieur, il s'est un peu perdu dans l'espace. Et ça, c'est une autre difficulté quand on fait l'agility, c'est que il y a le chien, il y a les obstacles et il faut arriver à ne pas se perdre. Donc là, il fait un petit pivot. Il se tourne et il a les pieds dans les haies. Et du coup, c'est lui qui fait tomber la barre. Il a touché le montant, puis il fait tomber la barre pour son chien. Donc ouais, c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est pas une faute qui est pour le chien, c'est une faute qui est pour lui. Mais aussi, là, voilà, ça engendre une faute, mais après, ça pourrait aussi engendrer des blessures pour le conducteur. On a déjà vu des gens, par exemple, se prendre des zones parce qu'ils se retournent et que la zone est derrière eux, ils ne l'avaient pas forcément capté. Donc ça, cette capacité à se repérer dans l'espace, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on développe, nous, en tant que conducteurs. On vous en parlera dans le cours qui aura lieu mercredi en direct quand on sera avec Camille, parce que c'est des choses sur lesquelles on peut progresser, en fait, si on prend le temps de le faire. Si on prend le temps de le faire. Pour moi, il y a autant de choses qu'on peut apprendre à un chien que de choses qu'on peut apprendre à un conducteur. Et vous pouvez avoir le meilleur chien du monde. Si vous-même, vous n'avez pas progressé dans vos techniques, en fait, dans votre capacité à vous repérer dans l'espace, à conduire votre chien, à remonter ami, vous allez avoir du mal à ce que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas prendre qu'une partie du duo et espérer qu'on soit bon. Il faut vraiment que les deux parties progressent. Et je trouve que souvent, on a tendance à trop se focaliser sur le travail du chien sans se demander ce que nous, on peut améliorer dans notre façon de faire pour que ce soit plus simple pour lui et pour nous. En tout cas, le monsieur a la banane. Ok, donc Shetland. Ok. Donc là, je ne sais pas s'il y a un éliminé ou quoi, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, oui, c'était un peu chaud patate, on va dire. Donc, elle envoie son chien en enroulé, elle recule. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on évite de faire le plus possible, de faire des marches arrière, des marches avant, parce que clairement, pour le chien, c'est pas très, très clair dans la conduite. Donc là, elle est en train de beaucoup se baisser, demande au chien un tourné court, et normalement, elle aurait dû changer de main ici. Elle aurait dû reprendre le chien à main gauche pour pouvoir être dans la bonne ligne pour envoyer le chien au tunnel, mais elle est restée en arrière parce que à mon avis, ses tournés courts ne sont pas excellents et du coup, elle compense en s'éloignant à chaque fois pour que son chien revienne bien vers elle. Ça, on le voit souvent chez nos élèves, où les gens vont envoyer le chien et reculer pour que le chien passe, puis repartir. Et en fait, du coup, ça donne une trajectoire pour le conducteur qui n'est pas très belle. Là, on voit, elle peine, elle pousse et le chien repart. C'était pas très, très fluide. Ouh,
là. Ok, donc là, on est typiquement sur un sauvetage, on va dire, de dernière minute. Je pense qu'il a oublié ce qu'il devait faire, le monsieur, parce qu'il allait vers la haie. Et là, il se rend compte que non, c'est pas ça. Et il repart dans l'autre sens. Donc là, c'est pas de la conduite, hein, c'est clairement de la reconnaissance, se rappeler du parcours et tout. Donc je vous rappelle, hein, c'est quand même les championnats du monde. Donc il y a du stress. Donc même si c'est des compétiteurs de haut niveau, il y a quand même une certaine pression. Et c'est vrai que ça peut arriver qu'on oublie les parcours. Comme on parlait tout à l'heure du fait de se repérer dans l'espace, le fait de ne pas oublier son parcours, c'est aussi important. Et c'est aussi des choses qu'il faut qu'on travaille en tant que conducteur pour être sûr de ne pas pénaliser le chien parce que nous, on a oublié les obstacles. Ok, donc là, de nouveau de la marche arrière. Et clairement, ça pénalise encore une fois aussi le chien. Donc, elle envoie son chien déjà sur l'aile. On sent que c'est un peu la catastrophe, hein. Un bras en bas, l'autre bras en haut, elle est penchée et tout, elle pousse le chien. C'est pas très fluide, c'est pas très clair. Et là, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de marche arrière. Ça, c'est une erreur très classique, hein. Vous partez en arrière, qu'est-ce que le chien fait? Il vous suit en fait. Si elle était restée un petit peu plus là, elle aurait donné à son chien une trajectoire beaucoup plus serrée et il aurait repris la haie beaucoup plus facilement que ce qui s'est passé ici. Hop là! Alors, on est sur le chien qui tourne du mauvais côté. Donc ça, c'est un grand classique, quand on conduit à 2 mains, ce qu'elle a l'air de faire. Donc, perso, je vous conseille vraiment pas de conduire votre chien avec les 2 mains, hein. Nous, sur Planète Agility, c'est pas du tout comme ça qu'on fait et souvent, hein, quand vous le faites, du coup, c'est pas clair pour le chien et on voit souvent ce genre de problématique, hein. Donc là, elle montre au chien la haie avec l'autre bras, elle baisse, elle essaie de reculer tout en se repérant et là, elle voudrait faire sauter son chien, mais elle voulait faire un croisé derrière, a priori. Sauf que regardez un petit peu la position et du coup, ce que le chien est en train de faire. Comme elle a mis les 2 mains, le chien pense qu'on va tourner par là, mais elle se penche, elle met l'autre bras de l'autre côté. Bref, c'est pas clair pour le chien. Et du coup, on se retrouve dans un truc un petit peu compliqué où, il faut qu'elle reparte, qu'elle repousse son chien de l'autre côté. Regardez un petit peu. Il y a tellement de changements dans sa conduite, en fait, en très peu de temps. Après, c'est la panique, encore une fois, hein. Je pense qu'après, on voit qu'elle repasse sur un truc qui est plus propre, hein. Donc, encore une fois, hein, c'est le stress et c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est drôle de voir les conséquences que ça a sur le chien, hein, quand on commence à avoir les mains qui partent dans tous les sens. Et donc, elle essaye vraiment de faire quelque chose, de rattraper le coup. Donc, ça passe, hein, tant mieux pour elle. Mais le but, quand on fait l'agility, c'est pas que ça passe, c'est que ce soit le plus fluide possible pour le chien, pour que le chien garde son envie, sa motivation et que ce soit cool pour lui. Donc là, même si c'est passé, c'est super. C'est pas l'idéal, en fait. Même sans parler forcément de résultats, de vitesse de chrono, hein, d'être le meilleur à la fin du parcours. C'est plutôt pour parler en termes de ce que ça crée entre le chien et nous, en fait. Parce que à chaque fois qu'on va avoir ces petites incompréhensions, ces petits défauts de communication, en fait, sur ce qu'on veut, le chien va apprendre, en fait, et va du coup se poser des questions, va être hésitant, il va anticiper, il va commencer à ralentir pour se dire attends, je vais lui laisser le temps de changer d'avis, etc. Et plus ça va se reproduire, plus on va avoir un chien qui doute. C'est pour ça qu'on a des chiens, d'ailleurs, qui, quand ils sont jeunes, sont très très rapides, jusqu'à 2-3 ans, et ensuite commencent à perdre en vitesse. Et souvent, moi je me rappelle qu'il y avait ce discours il y a quelques années en France où en gros, si ton chien il avait plus de 3 ans, c'était pas la peine d'aller au championnat du monde, de toute façon tu ferais rien, avec la vitesse c'était pas possible et tout, les autres chiens étaient beaucoup plus rapides. Mais en vrai, c'est parce que si on fait pas attention à sa conduite, la vitesse du chien, elle diminue. Alors que si on a une conduite qui est très claire, très fiable et que le chien, il y a une bonne communication avec lui, la vitesse ne fait que augmenter en fait. Parce que le chien prend de plus en plus confiance, il va de plus en plus vite, il va de plus en plus loin. Alors bien sûr, après, il y a des facteurs physiques, évidemment, si votre chien il a des blessures ou quoi, oui, ça risque de le ralentir, évidemment. Mais un chien qui est en bonne santé, qui a un bon suivi fitness, ostéo, etc., c'est un chien qui va gagner en vitesse, ou en tout cas garder sa même vitesse tout au long de sa carrière. Et c'est pas normal qu'un chien perde en vitesse, en fait. Et on a des chiens qui ont gagné les championnats du monde à l'âge de 10 ans, par exemple. Et pas parce que tout le monde avait fait éliminer, hein, mais vraiment parce qu'ils ont été les plus rapides, les plus performants et que c'était simplement les meilleurs, quoi. Donc, ce type de situation-là, voilà, je ne sais pas si pour elle c'est récurrent ou pas, mais si ça se produit souvent, que ce soit un entraînement ou en compète, clairement, ça va affecter l'envie du chien de se donner à fond, ça va créer du doute chez le chien. Et c'est ça qu'on veut éviter, en fait. Et encore une fois, hein, c'est pas un truc qui dépend du chien, c'est un truc qui dépend de vous, le conducteur. C'est à vous de mettre votre attention là-dessus, sur ce que vous faites, et de vous rendre compte que ces micro-trucs ont des conséquences qui vont en fait se cumuler et qui, à force, vont faire que le chien va perdre son envie de faire les choses. Oh, peu là. Encore une fois, la petite glissade. Donc là, il nous fait un petit pivot. Donc il envoie son chien, il fait un pivot et on voit que voilà, il était déjà parti vers l'arrière, il était déjà un peu loin.
Son chien a pas l'air de tourner très court et du coup, comme lui, il commence à s'éloigner, bah, le chien revient, donc il essaie de le repousser, il remet le poids vers l'avant, mais comme il était déjà parti en arrière, ça nous fait cette jolie glissade vers l'avant et c'est ça qui fait que le chien va pas sauter directement. Donc après, il rattrape le coup, mais ça fait quand même un refus. OK, on passe à la team large, mais je vous propose qu'on arrête. Je pense que cette vidéo, elle est assez longue, j'ai aucune idée du temps que ça fait. Mais on va arrêter, pour ça pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez voir la suite, bah, on peut le faire, dites-le moi dans les commentaires. On peut tout à fait commenter, le reste de la vidéo. N'oubliez pas également, vous pouvez réserver votre place pour le cours de mercredi. Le lien est juste en dessous, ça sera en direct et je pense que d'ailleurs, on fera la suite de la vidéo, pas tout non plus, mais une partie, en plus d'analyser vos propres vidéos pour venir un petit peu dans le détail, encore une fois, de ce qu'on peut faire, avec le chien et de l'importance surtout de ce que nous, on fait en tant que conducteur. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines. Partagez-la si elle vous a vraiment intéressé et que vous pensez qu'elle pourrait plaire à d'autres personnes. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.